Pasteur, ce que je fais dans ma vie, je le fais par conviction. Je ne peux jamais être un homme aigri, d'autant plus que je suis même médecin. Je vis selon mes convictions, mes principes, ma vision. Je suis plus que convaincu que mon destin coïncide avec le destin du peuple congolais. Je ne serai jamais heureux si je suis un esclave et si je vois notre peuple esclave. Je vais dire, va peut-être choquer ceux qui ne le savent pas, mais vous savez que la première civilisation mondiale est partie de l'Afrique centrale, du cœur de l'Afrique. Êtes-vous sûr? Mais alors voilà le docteur qui dit, qui réfléchit, qui projette le Congo dans le 3e millénaire en disant, pour que le Congo soit un espace d'expression et du vécu de la lumière, il faudrait qu'il y ait une institution au sommet de l'État qui va garantir que toutes les applications de la loi garantissent justement cette lumière pour que tous ceux qui vivent dans l'espace du Congo, que ce soit les étrangers, parce que nous sommes ouverts, nous sommes des êtres généreux. Tous les hommes de paix et de bonne volonté peuvent venir au Congo pour expérimenter cette lumière-là. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, avec nous, nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora, comme on le dit toujours, et capitale de l'Europe. Nous sommes avec docteur Poula à ma gauche, et puis à ma droite, nous avons Ekumani Wet. Bonjour Ekumani Wet. Bonjour pasteur Bobo et bonjour tout le monde. Bonjour docteur. Bonjour pasteur et bonjour tout le monde. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Poula, docteur Poula intéresse la diaspora, docteur Poula intéresse les Congolais. Avant d'entrer dans l'entrée vive du sujet, nous allons essayer un peu de parler avec vous. Une plainte d'un Poula contre Étienne Tshisekedi. Ça fait polémique, les gens ne comprennent plus rien. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je rectifie. Ce n'est pas une plainte de M. Poula contre M. Étienne Tshisekedi. C'est une plainte de plusieurs membres, cadres et responsables politiques de l'UDPS, du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, de la Suède, Norvège, d'Irlande, de la Grande-Bretagne, qui ont donc déposé cette plainte contre M. Étienne Tshisekedi et Félix Tshilombo Tshisekedi. Ça, j'ai voulu rectifier cela. Mais je souhaite que cette plainte soit l'objet d'une autre émission, une émission tout à fait complète. Je voudrais beaucoup plus peut-être orienter et vous demander qu'on oriente cette émission aussi sur notre vision. Puisque, vous savez, c'est très facile pour
contester, pour se plaindre, hein, pour rejeter. Mais il faut quand même que l'opinion sache ce que vous présentez comme opinion, comme vision. Comme vision, qu'est-ce que vous allez faire? Vous contestez ceci, cela. Vous rejetez ceci, cela. Qu'est-ce que vous proposez? Non seulement au peuple congolais, en ce qui nous concerne, le peuple congolais, les habitants de ce pays au cœur de l'Afrique, avec une histoire fantastique. Qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais, à la région des Grands Lacs, à l'Afrique et à l'humanité tout entière? Docteur, on va y arriver, mais les gens se posent des questions. On va entrer vraiment dans le vif, mais on ne peut pas passer comme ça sans pourtant savoir un peu plus. Hein. Pourquoi ne pas dialoguer, vous qui avez défendu l'UDPS, vous qui étiez le porte-parole ou le représentant Benelux de l'UDPS pendant plusieurs années, les gens, pourquoi ne pas dialoguer? Comment êtes-vous en arrivé là? Les gens se posent des questions. Non, pasteur, vous faites bien de poser cette question-là. Je vous dis que toutes les voix ont été épuisées. Toutes les voix ont été épuisées. Et je voudrais vous référer par exemple à une lettre rédigée par l'ancien représentant Pierre Mboyi et moi-même quand M. Etienne Tshisekedi venait d'arriver ici. Nous avions adressé une lettre à son fils aîné, Jean-Claude Mulumba. Et dans cette lettre, nous voulions, nous demandions d'aller voir M. Etienne Tshisekedi pour lui transmettre les messages de réconfort puisqu'il est arrivé malade. Les messages de réconfort, de compassion, de solidarité de tant de compatriotes, des membres du parti qui avaient appris qu'il venait d'arriver ici. Et si vous voyez le contenu de cette lettre, c'était une lettre excellente. Nous disions à Jean-Claude Mulumba que M. Etienne Tshisekedi n'était pas seulement le père de la famille, mais c'était le leader. Non seulement le leader de l'UDPS, mais le leader de tout un peuple, l'espoir de tout un peuple et de tout ce projet de société que nous portons, n'est-ce pas, pour notre pays, pour la région des Grands Lacs, pour l'Afrique, pour l'humanité. Alors nous voulions aller le voir, mais ce qui est arrivé était trop triste. Ce n'est pas le fils lui-même qui nous a répondu, Jean-Claude, c'est plutôt un autre membre de la famille et avec des propos pleins d'injures, de mépris et avec insolence, avec arrogance, etc. Et la porte nous a été fermée complètement et un mur a été dressé entre M. Etienne Tshisekedi et nous. Malgré cela, nous avons tenté, les cadres, les membres du parti, les hauts responsables du parti, nous avons essayé par tous les moyens d'entrer en contact avec M. Etienne Tshisekedi. Cela ne nous a pas été possible. Pourquoi est-ce que nous tenions à le voir aussi, à part ces messages de consolation, de réconfort?
Notre parti a connu un grand moment, un des grands moments historiques. C'est le congrès du parti, organisé du 10 au 14 décembre 2010 à Kinshasa. Quand M. Etienne Tshisekedi était à Kinshasa, nous avons essayé, au niveau de notre bureau d'études, d'expertise et stratégie, nous avons essayé de jouer notre rôle pour insister auprès de lui, afin qu'il puisse appliquer en tant que président du parti et selon les attributions assignées au président du parti par le Congrès, d'appliquer les résolutions de la conférence du Congrès. Et il y avait 3 décisions, 3 résolutions importantes. Je vais les citer, si vous voulez qu'on entre dans les détails, ça c'est autre chose. La mise en place de la convention démocratique du parti. La mise en place de la commission électorale permanente. La mise en place de la commission des finances, des contrôles des comptes. Il faut qu'on sache pourquoi c'était si important. La convention démocratique du parti est issue de la fusion du collège des fondateurs et du comité national. Donc c'est un organe qui favorise la prise démocratique des décisions au niveau central du parti. Et cette commission devait aussi mettre en place des commissions comme la commission d'arbitrage, commission de discipline, de réglage, de solution des conflits, etc. La commission électorale permanente était nécessaire. Pourquoi? Puisque au Congrès, M. Etienne Tshisekedi lui-même, dans son discours d'ouverture, avait dit que la première phase de l'UDPS venait de se terminer. C'était la phase de la mobilisation du peuple, formation politique démocratique du peuple. Il fallait maintenant, la deuxième phase, c'était la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Et vous comprenez bien que la commission électorale permanente devait jouer un très grand rôle. La commission électorale permanente avait été mise en place seulement de 2010 jusqu'en 2011. Vous savez qu'il y a eu des élections le 28 novembre 2011. Mais après ça, la commission a été dissoute. Or, cette commission devait préparer les agents du parti, former le peuple, jouer énormément un rôle important dans la préparation des élections qui allaient venir. Cette commission, depuis sa dissolution à la fin des élections du 28 novembre 2011, cette commission n'a plus jamais été mise en place. La troisième commission, la commission des finances, c'est normal. Il faut qu'il y ait une transparence, une gestion saine. Docteur, on aura le temps d'en parler, mais avant de passer à autre chose... Pardon, mais je voudrais vous dire que tous les moyens ont été... J'insiste sur ce point-là. Nous avions épuisé toutes les voies, tous les moyens nécessaires pour régler ce problème
à l'interne. Ça n'a pas marché. Mais les gens se posent la question, qui paie l'avocat? Vous avez pris un grand avocat très connu en Belgique. Ça sent quelque chose, hein, mais qui paie les frais? Qui est derrière? Tous ces membres, hein, les membres, les cadres, les hauts responsables politiques du parti, ils ont compris l'importance de résoudre ce problème et ils ont cotisé. C'est par la sueur de front. Il n'y a aucune autre force extérieure derrière cette plainte. Ce sont les membres, les cadres, les hauts responsables politiques du parti qui ont cotisé pour pouvoir répondre aux exigences financières de l'avocat. J'insiste beaucoup sur ce point puisque quelqu'un a osé écrire qu'il y a un complot, il y a une force extérieure derrière tout cela. Et si quelqu'un ose encore dire cela, et si nous parvenons à l'identifier, il devra dire devant l'opinion et au tribunal qui nous a manipulés pour que nous puissions faire nous aliéner comme cela et accepter qu'une force extérieure nous pousse, nous manipule comme des petits-enfants pour porter plainte contre M. Etienne Tshisekedi. Entraînant un grand leader comme Etienne Tshisekedi devant les tribunaux, quel message voulez-vous faire passer? Quel message aux Congolais? D'abord, pour l'UDPS d'abord, c'est une voie de clarification de la situation interne dans le parti, résoudre les problèmes internes dans le parti d'une façon impartiale et indépendante. Puisque l'UDPS est quand même l'âme, la force motrice, le catalyseur du changement démocratique, le parti qui a totalisé plus de 33 ans, l'UDPS donne l'exemple à tous les autres partis politiques du Congo et en même temps donne aussi l'exemple au monde que l'UDPS est une force de progrès. Ce n'est pas une force qu'on peut gérer de n'importe quelle façon. Le leader ne peut pas se comporter de n'importe quelle façon. Qu'il y a quand même des gens, des intellectuels, des gens formés, des gens compétents qui savent comment organiser un parti d'une façon moderne et comment vivre en communion avec les valeurs, les idéaux, la vision du parti. Donc c'est un exemple que donc d'abord clarifier la nécessité de clarifier la situation interne dans le parti et puis donner un exemple, un signal très fort. Docteur Mpula aigri, Docteur Mpula jaloux ou Docteur Mpula démocrate, un démocrate qui cherche la vérité? Pasteur, ce que je fais dans ma vie, je le fais par conviction. Je ne peux jamais être un homme aigri, d'autant plus que je suis même médecin. Je vis selon mes convictions, mes principes, ma vision. Je ne peux pas être aigri. Et vous savez que de par mes études même, ma formation comme médecin et ma formation post-universitaire, je compte parmi les 2
médecins congolais, 2 médecins congolais, professeurs d'université, détenteurs de diplômes de master et diplômes PhD en sciences biomédicales, option physiologie. Je suis recherché comme professeur d'université, comme médecin, non seulement au Congo, mais même aux États-Unis. Je peux vous dire que j'ai des articles publiés, même dans des revues médicales scientifiques américaines. Mais je suis plus que convaincu que mon destin coïncide avec le destin du peuple congolais. Je ne serai jamais heureux si je suis un esclave et si je vois notre peuple esclave. Même malgré l'argent, malgré tout cela, je ne serai jamais heureux. Et c'est pour cela que je me suis donné à ce combat politique qui continue aussi le combat de mon père. Hein. Je prolonge en fait le combat de mon père qui avait lutté aussi pour l'indépendance par les écrits dans le journal Nkurusse dans le temps. C'est l'un des premiers évolués congolais. Et il avait toujours souhaité que parmi ses enfants, que l'un ou 2 ou 3 puissent poursuivre son œuvre inachevée. Et c'est pour cela que je poursuis ce combat. Je ne peux jamais me dérober à cette volonté exprimée par notre peuple. Le jour où il a appris que j'étais parmi les étudiants meneurs à l'université de Kinshasa en 1974 et puis 1980, mon père était très heureux. Et donc voilà, ça c'est pour répondre à l'appel de mon père, mais en même temps aussi l'éducation, la formation que j'ai eue, des lectures que j'ai faites sur les autres peuples qui se sont libérés dans le monde. J'ai compris qu'il faut que les fils du pays eux-mêmes acceptent des sacrifices. Et c'est un sacrifice énorme hein, de suspendre ma profession médicale, ma profession de professeur d'université, sacrifier la famille, tous les amis, toutes les connaissances qui comptaient sur moi sur le plan matériel. C'est un sacrifice énorme, mais ce sacrifice valait et vaut la peine. Et j'irai jusqu'au bout avec ce sacrifice-là. Merci beaucoup. On nous a suivis. On aura le temps de discuter avec professeur ou docteur Poula, que vous aimez tant. Et comment votre réaction et puis essayez un peu d'introduire aujourd'hui. On vous suit, les Blancs ont falsifié l'histoire de nos ancêtres. Ça, c'est Ekumani Woti, la signature d'Ekumani Woti. Votre réaction par rapport à ce que, combien de temps pour introduire le message d'aujourd'hui? Moi, je me réjouis d'écouter le docteur Mpouila parce que, comme je vous ai toujours dit, la spiritualité a 3 branches. Il y a la religion, il y a la science, l'étude du milieu, et puis il y a la politique. Et je vous avais dit que la politique consistait à gouverner nos espaces, à gouverner nos communautés selon la justice. À entendre le docteur Mpouila, je pense que cet homme est habité par la justice. Et c'est ce qui me fait beaucoup plaisir. Parce que le Congo a besoin d'une gouvernance bâtie sur la justice. Et vous savez que dans notre cosmogonie africaine, la justice,
c'est la transposition des lois de Dieu dans la gestion de la cité. Mais pour transposer ces lois de Dieu dans la gestion de la cité, il faudrait que soi-même, on soit habité par cette justice-là. Voilà un homme qui est imprégné d'un idéal de justice, un homme qui a sacrifié sa carrière, qui a sacrifié tout, peut-être il ne l'a pas dit, un homme qui a été empoisonné aussi pour le combat politique qu'il mène. C'est un trésor pour le Congo. Et ce qui me réjouit également, c'est comme ça que je suis dans la joie de partager cette émission avec le docteur, de l'entendre, parce que c'est un homme philosophe de son état, c'est un intellectuel achevé et qui a une vision totalement innovatrice de la gestion de la chose publique. Et c'est une vision qui coïncide avec la vision de la cosmogonie africaine. L'autre fois, vous m'avez interrogé pour me dire comment on peut, à la lumière de ce qui existe actuellement, tenant compte de notre histoire, capitaliser tout ça et faire une vision qui est totalement adaptée à la civilisation africaine, c'est-à-dire le mariage de la culture et de la science. Je suis pressé d'entendre le docteur. On a longuement discuté avec le docteur, avec cet homme de Dieu, ces scientifiques, sur ce que le Congo peut jouer concrètement, matériellement, en Afrique et à travers le monde. Donc, je voudrais vraiment, si vous permettez, redonner la parole à ce monsieur pour qu'il explique à la population congolaise que notre cosmogonie africaine, c'est la seule et l'unique chance pour le développement de l'Afrique, et même nous pouvons être un épicentre pour la troisième civilisation qui s'annonce. Voilà, merci. Docteur Mpoula, on vous suit, nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Il faut d'abord que l'opinion sache un peu succinctement ce que signifie une vision. Une vision, en fait, c'est un ensemble cohérent des convictions, des croyances, des principes sur lesquels un homme, un peuple fonde son existence et son origine, son avenir. Et en ce qui nous concerne ici, c'est une vision qui vient d'une intégration. C'est une vision qui intègre dans une synthèse supérieure les éléments positifs de la cosmogonie négro-africaine traditionnelle, qui était la social-démocratie, les éléments de la social-démocratie contemporaine, les résolutions de la conférence nationale souveraine, les grands courants idéologiques qui traversent notre pays. Vous savez, notre pays est au cœur de l'Afrique. Hein? Comme le point de télescopage du panafricanisme sud-africain de Nelson Mandela, le panafricanisme de Kwame Nkrumah et le panarabisme de Nasser. Et en même temps, c'est un pays qui
qui est l'enjeu de la géostratégie, géoéconomie, des défis, des enjeux énormes, non seulement pour l'Afrique, hein, les grands lacs, l'Afrique, mais même pour l'humanité. Je pense que l'opinion se rappelle de ce que ce pays a fait dans le monde, donc dans le passé, pour la paix mondiale, l'âge d'or de ce pays où nous vivons, la Belgique, le point culminant de l'hégémonie de l'Europe dans le monde, la victoire des États-Unis d'Amérique sur le Japon, la victoire des États-Unis d'Amérique et des alliés sur l'Allemagne nazie. C'est un pays qui offre plusieurs atouts, plusieurs opportunités, non seulement au peuple congolais, dans la région des Grands Lacs, en Afrique, mais aussi dans le monde. Voilà, donc nous intégrons dans notre vision ces éléments et nous ajoutons aussi comme enrichissement les éléments positifs qui nous viennent des autres peuples, notamment... Docteur, je vais vous laisser la parole, là. Vous aurez tout le temps. Croyez-vous sincèrement que les Nasser, les Kwame Nkrumah, beaucoup de leaders africains qui ont essayé puiser dans notre passé n'ont pas pu... vous croyez qu'aujourd'hui, c'est possible de retourner vers nos ancêtres, développer un concept, faire développer l'Afrique sans le concours des Occidentaux? Non, on ne retourne pas. On ne retourne pas. D'abord, on doit absolument renouer un être qui n'est pas en osmose, en symbiose, en communion avec ses origines. Il n'y a pas une autre expression. C'est un être aliéné. Et dans nos langues africaines, on dit que c'est comme un être qui est suspendu à un arbre. Il faut avoir des racines et intégrer les éléments de l'évolution, d'abord de notre propre pays, parce que notre pays a beaucoup évolué, intégrer ces éléments-là. Je vous ai parlé, par exemple, des éléments de la conférence nationale souveraine, intégrer les éléments de la social-démocratie. Moi, j'aimerais bien avoir qu'on puisse intégrer, et comment il l'explique souvent ici, vous êtes intellectuel, docteur. Quelle est notre racine à nous? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent, des jeunes universitaires aussi, africains. Quelle est notre racine? Je vais vous dire... nous sommes en fait un don béni de Dieu. Ce que je vais dire va peut-être choquer ceux qui ne le savent pas. Mais vous savez que la première civilisation mondiale est partie de l'Afrique centrale, du cœur de l'Afrique. Êtes-vous sûr? Oh, mais il y a des fossiles, hein, il y a des recherches scientifiques qui ont démontré cela. Et ce sont nos ancêtres, hein, certains de nos ancêtres qui sont partis de l'Afrique centrale vers l'Égypte et qui ont fondé la civilisation pharaonique et qui sont revenus de là par l'Afrique du Sud, etc., qui sont revenus aussi au cœur de l'Afrique. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir cela. Cette civilisation-là, c'est une civilisation qui considérait l'homme dans ces 4 dimensions. Relation à soi, relation à autrui, relation au monde et relation à Dieu. On peut l'exprimer autrement.
conscience de soi, conscience d'autrui, conscience du monde et conscience de Dieu. On peut l'exprimer encore autrement. La dimension désirante, c'est-à-dire chercher ce qui est extérieur à soi, se loger, se nourrir, se vêtir. La dimension résonante, c'est-à-dire comment faciliter le logement, la nourriture, etc. Mais il y a une troisième dimension très importante qui nous caractérise, nous, et qui a joué un rôle déterminant dans notre civilisation et qui est maintenant même en train d'être atrophiée, d'être négligée. C'est la dimension timotique, le timos. Le timos, c'est-à-dire, c'est le réceptacle des valeurs, des idéaux, des causes nobles et justes. Et dans notre civilisation négro-africaine traditionnelle, c'est cette dimension-là qui réglementait en fait les deux autres dimensions et toute la vie de l'homme. Toute la vie était imprégnée de cette richesse, de ces valeurs, de ces idéaux. Pour souligner encore l'importance de cette dimension, regardez la dimension l'homme occidental. L'homme occidental a développé beaucoup plus deux dimensions. La dimension désirante et la dimension résonante. La dimension résonante, ce sont les sciences, la technologie, etc. Mais pardon, ce que je vais dire maintenant est très important. Mais regardez, pasteur, puisque la dimension timotique, le timos a été atrophié, regardez comment c'est à partir du monde même éclairé de l'Occident. Le monde est techniquement développé. L'Allemagne, qu'est venu le nazisme. Cette vision bidimensionnelle, pas tridimensionnelle comme notre vision, bidimensionnelle, la dimension désirante, la dimension résonante, c'est cette vision qui a poussé la stratification des races, l'antisémitisme au niveau même de la doctrine de l'État. Et c'est un fait historique, le nazisme. Et cette vision a donné lieu à quoi, pasteur? À Auschwitz, au camp de concentration, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'élimination physique des êtres vulnérables, faibles, dont on doit entourer de beaucoup de soins, les handicapés par exemple, etc. Non, il fallait les éliminer. Docteur, ici, vous parlez du génocide des Juifs, mais vous venez de déclarer que la civilisation a commencé en Afrique centrale. D'aucuns diront qu'il y a eu aussi des génocides en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement? On va y arriver, c'est très important. On dit il faut que les chocs des idées, et comme on le dit souvent, mais j'aimerais bien vous écouter. Qu'est-ce qui a causé
qu'est-ce qui a précipité ou la chute de cet empire-là, l'Afrique centrale? Ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a eu des génocides? C'était comment? Essayez un peu de nous expliquer avant que vous puissiez aujourd'hui nous expliquer comment on peut intégrer. Ce qui est arrivé, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a eu l'arrivée de l'homme blanc chez nous, avec sa culture. Et on est arrivé à l'esclavage, à la colonisation, et pire encore, à la déstructuration de notre univers, de notre façon de concevoir notre monde. On est arrivé à falsifier ce que certains auteurs appellent la falsification mensongère et meurtrière de l'histoire. Et on est arrivé au vol de l'histoire. Et on a convaincu certains Africains que c'est la Grèce qui était le berceau de la civilisation, de la démocratie. Et beaucoup d'Africains ont oublié que c'est l'Afrique qui a été le berceau des civilisations, des messages éternels qui ont été transportés à travers le monde et qui ont changé la face du monde. C'est l'Afrique. Et aujourd'hui, nous nous battons, nous disons, il faut restaurer l'être profond de l'homme africain. Il faut que l'homme africain puisse retrouver sa consistance ontologique, axiologique et spirituelle, hein? toute sa densité de l'être, puisque l'homme africain, spécialement le Congolais, et nous, les intellectuels congolais, l'élite congolaise, nous avons une mission universelle. Nous devons jouer un rôle névralgique dans la construction de la civilisation du 3e millénaire. Et nous ne pouvons le faire que si nous intégrons nos racines, nos origines, et nous enrichissons ces racines, ces origines, avec tout ce qu'il y a de valeurs positives dans les autres cultures et civilisations. Et ce que je viens de vous dire là a été démontré, suffisamment démontré par beaucoup d'auteurs, non seulement africains, mais même occidentaux. Mais nombreux Africains sont encore aliénés. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont. Hein? Au niveau de la falsification de l'histoire, on a voulu convaincre les Africains qu'ils n'étaient que des hommes sans culture, sans civilisation. Et certains Africains ont cru dans tout cela. Ils se sont mis même à copier, et copier même servilement cette civilisation occidentale bidimensionnelle, donc amputée de la dimension du timos. Et vous voyez où nous sommes aujourd'hui. Pasteur, si vous lisez les écrits des grands experts aujourd'hui dans le monde, je voudrais vous en citer quelques-uns. Francis Fukuyama, c'est un expert américain
d'origine japonaise. Il a écrit un livre, La fin de l'histoire et le dernier homme. Bien sûr, dans son livre, il montre la supériorité de la démocratie sur les autres idéologies rivales, le fascisme, la tyrannie, l'esclavage, etc. Mais à la fin de son livre, il arrive à l'échec. À l'échec, pourquoi? Puisque la démocratie dont il parle de la démocratie libérale conçue dans le modèle, dans le paradigme, dans la vision, n'est-ce pas, matérialiste, instrumentaliste, individualiste, égocentrique. Je peux vous citer un autre auteur, Amartya Sen. C'est un Indien. Il a fait des analyses. Il a montré comment, au niveau économique, cette civilisation dans laquelle nous sommes engagés, cette civilisation qui pense que le développement, c'est beaucoup plus la croissance économique. Hein? L'homme est un instrument de la croissance économique, etc. Et il démontre que cela ne peut amener qu'à l'impasse. C'est pour cela, vous me permettez de vous citer deux éléments ici de notre civilisation. C'est la liberté et le progrès. Comment est-ce que nous comprenions la liberté chez nous? La liberté, c'est un don précieux que nous avons depuis la naissance même. Un don précieux qui nous vient de Dieu. Et le progrès, chez nous, c'est défini comme le processus de l'expansion des jouissances de ses libertés et de ses droits. Le progrès de ses droits dans un monde solidaire, dans un monde où règne la solidarité, hein, l'amour, hein, la justice, la paix. Hein. Vous voyez, le progrès, ce n'est pas seulement le progrès technique, scientifique, mais le progrès, tout cela n'est progrès que si cela aide à la promotion de la liberté, à la liberté de l'homme. Donc, c'est important, c'est très important. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de dire que la vision spirituelle, la dimension timothique dont je vous parle, là, le réceptacle des causes nobles et justes, des valeurs, des idéaux, était tellement développé que nous étions en communion, nos ancêtres étaient en communion constante avec le Créateur. Et le Créateur avait conclu une alliance avec eux. L'alliance avait inscrit son nom au niveau de leur cœur. Et puisque ils étaient librement ouverts devant lui, hein, vous savez, Dieu respecte ce qui est de plus précieux dans l'homme, c'est la liberté et la responsabilité. Si vous vous laissez ouvert, si vous vous ouvrez à la lumière, à la grâce, à la vérité de Dieu, Dieu dépose dans votre cœur son livre comme un livre ouvert.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, on passe... vous avez suivi Dr Mpoula. Merci beaucoup, j'ai suivi Dr Mpoula avec attention. On va encore lui redonner la parole pour qu'il nous dise exactement comment est-ce que cela va s'implémenter au niveau de notre espace de l'Afrique centrale. Mais j'aimerais revenir sur un point essentiel, mais moi j'ai rêvé l'expliquer sous l'angle spirituel. Le docteur a parlé de 3 dimensions. De la dimension désirante, de la dimension résonante et de la dimension thymotique. Eh bien, pour les chrétiens, parce que tout ça c'est très, je vais essayer de les banaliser, de les vulgariser le plus possible, nous sommes des esprits, nous sommes venus sur terre pour faire les expériences, pour expérimenter l'amour, expérimenter la justice, expérimenter la pureté. Voilà cette dimension thymotique, qui est une dimension éminemment spirituelle. Les esprits viennent. Mais quand nous arrivons sur terre, nous devons être dans un réceptacle. Et ce réceptacle, c'est justement le corps humain. Et le corps humain, il a quelque chose qu'on appelle le cerveau. Le corps humain a des besoins. Donc, nous avons des besoins. Nous allons nous organiser pour assurer les besoins du corps. Et nous allons les rationaliser par une certaine intelligence. C'est ça la dimension désirante, en symbiose avec notre milieu, avec nos besoins existentiels, et nous devons les rationaliser pour essayer de voir comment est-ce qu'on va les produire normalement. Mais c'est accessoire par rapport au but de l'existence. Le but de l'existence, c'est à travers ces besoins que nous réalisons, à travers ces joyeux labeurs, nous devons expérimenter l'amour. Et la société occidentale a justement perdu cette dimension-là. C'est ce que le docteur est en train de dire. Il a justement perdu cette dimension. Donc, on doit renverser la pyramide. Et l'Afrique, donner un sens à notre existence sur Terre. Quand vous perdez la dimension thymotique, la vie n'a aucun sens. Il n'y a plus de sens à la vie. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors tout est permis. Tous les coups bas sont permis, on peut violer un peuple, on peut faire n'importe quoi. C'est vraiment une société très agressive. Mais quand vous avez une dimension thymotique, la vie a un sens. Et le but de la production des biens et services, de cette rationalisation, tout ça, c'est pour que nous puissions arriver à une maturité spirituelle. C'est comme ça que Jésus disait, qu'est ta volonté qui s'est fait au ciel, que cette volonté se fasse sur la terre. C'est une dimension thymotique. Alors, nous allons maintenant nous organiser, nous allons bâtir une architecture institutionnelle. Si cette architecture institutionnelle ne rencontre pas ces dimensions thymotiques, si dans notre organisation, nous n'avons pas ces dimensions, il y a un souci. C'est comme ça que l'Afrique, aujourd'hui, va être une alternative, va donner une réponse à la problématique de la déchéance de l'humanité. Voilà la chose que j'allais ajouter. Si vous me permettez, je voudrais encore vous revenir sur le docteur pour qu'il nous dise maintenant, ça c'est sur le plan philosophique, concrètement, comment est-ce que, ne serait-ce que sur le plan architectural des institutions, comment est-ce que la mécanique institutionnelle peut garantir la dimension thymotique et bien sûr le progrès au niveau de la dimension résonante et la satisfaction des besoins. Docteur, on vous suit. Oui, c'est-à-dire que nous pensons que sur le plan de l'exercice du pouvoir, les institutions, les organes du pouvoir, il faut absolument que les témoins de cette dimension du thymos, les témoins donc de cette culture, de cette civilisation ancestrale, soit dans les institutions et jouent un rôle névralgique. Je voudrais parler ici des sages et des chefs coutumiers qu'on regarde aujourd'hui avec mépris et
etc. Puisque cette catégorie d'êtres, les sages, les chefs coutumiers, c'étaient les représentants, n'est-ce pas, des ancêtres sur terre, et ils avaient intériorisé plus que les autres membres de la société cette dimension et faisaient un effort pour être un exemple dans la société ancestrale. Dans l'architecture institutionnelle qui va venir, si Dieu nous aide, il y aura des organes pour exercer le pouvoir. Mais nous avons prévu d'autres organes qui ne sont pas prévus jusqu'à présent. C'est ce que nous appelons des chambres. La chambre, par exemple, pour la bonne gouvernance, la chambre contre la fraude, la corruption, la chambre pour le respect des libertés, des droits de l'homme, etc. Et il y a une chambre très importante. C'est la chambre des sages et des chefs coutumiers. C'est très important. Pourquoi? Puisque cette chambre devra siéger entre le chef de l'État, qui sera un serviteur, pas un monarque, quelqu'un qui décide, qui fait tout. Non. Toutes les décisions prises au niveau de tous les organes de l'État, de toutes les institutions de l'État, avant d'avoir la signature du chef de l'État. Toutes ces propositions de décision doivent passer par la chambre des sages et des chefs coutumiers. Ces sages et ces chefs coutumiers seront encadrés, bien sûr, par des experts en cosmogonie négro-africaine traditionnelle, dans tout ce que le monde a connu comme aspect positif du développement, pour éclairer les chefs coutumiers. Et les chefs coutumiers et les sages, s'ils refusent, cette décision-là ne passe pas. Mais s'ils acceptent, s'ils trouvent que cela est en harmonie avec le développement, l'épanouissement intégral de l'homme, l'homme non seulement est celui qui consomme, mais comme bénéficiaire du développement, but ultime du développement, acteur et artisan important du développement. Et si les chefs coutumiers et les sages trouvent que ce n'est pas cette dimension-là du timos qui régente toutes les décisions de l'État, ils vont dire non. Et quand ils diront non, les décisions devront rentrer, ne devront jamais être signées par le chef de l'État. Et comme cela, c'est une façon pour le Congo-Kinshasa, d'aider le monde entier à voir comment les valeurs ancestrales vont être mises en évidence, et il faudra organiser même plusieurs stages, plusieurs visites des pays étrangers qui viendront voir comment l'architecture de l'État est, et même dans la Constitution, le rôle joué par les chefs coutumiers et les sages. Il y a un pays qui a essayé ça, c'est le Ghana, dans les résolutions de la Conférence nationale souveraine. Il y a quelques lignes sur le rôle des chefs coutumiers. Mais ici, ça sera amplifié, puisque c'est cela notre apport fondamental à la civilisation du 3e millénaire, c'est-à-dire
comment imprégner le monde entier de la recherche de ces causes nobles et justes, des valeurs, des idéaux qui nous élèvent. Donc, docteur Paula, je vais vous laisser la parole. Ça devient très, très intéressant. On le suit. L'Europe ou l'Afrique a un grand retard. En vous écoutant, c'est comme si vous faites rêver ou vous rêvez vous-même. L'Afrique a un grand retard. Pensez-vous que l'Afrique n'est même pas capable de faire des pirogues? L'Afrique, on est, dans tous les domaines, on est vraiment en retard. Et c'est possible de conduire ou être le leader du 3e millénaire. C'est possible. C'est possible. C'est possible. En fait, notre génie propre n'a pas été totalement détruit. Et deux, à travers non seulement le peuple congolais, le peuple africain, et même à travers certains hommes de bonne volonté dans tous ces continents qui sont restés ouverts à la lumière, à la grâce, à la justice, à la vérité de Dieu. Il y a moyen de travailler dans la solidarité, de renverser le rapport de force pour que ce qui a été bloqué chez nous, vous parlez du retard, on a bloqué nos civilisations de progresser. Au moment... Si on a bloqué, à l'époque, on faisait quoi? On était où pour qu'on puisse nous bloquer? Parce que quand on écoute Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, vous vous dites qu'on a bloqué. Oui, mais l'Afrique, il dit que, en fait, ce qu'il veut dire, nous ne sommes pas entrés dans l'histoire du monde bidimensionnel. Comprenez? Et je vous donne un petit exemple. Quand les colonisateurs sont arrivés au Congo, ils ont voulu détruire tout ce qu'il y avait comme valeur spirituelle. Et ce qu'on a appelé l'assimilationnisme, pour que nos ancêtres deviennent totalement européanisés. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu une résistance intérieure sous-estimée. Et il y en a qui ont étudié cela, qui ont compris la valeur de toutes ces donc de cet apport, non seulement pour l'Afrique, mais même pour l'humanité. Alors, si nous nous mettons ensemble, puisque nous prêchons la solidarité mondiale, de tous ceux qui ont compris cela, nous prêchons l'humanisme transcendant, la solidarité entre tous ceux qui communient à cette vision-là. En Afrique, bien sûr, dans notre civilisation, c'est le point culminant de la courbe de Gauss. Mais ici aussi, ne croyez pas que les valeurs, la dimension timotique a été totalement détruite. Il y en a ici. Il y a eu atrophie, bien sûr, régression, mais il y en a dans cette société-ci. Quand vous vivez dans cette société-ci, vous trouvez qu'il y a encore ces éléments-là. Nous voulons que tous les hommes de bonne volonté, les hommes épris de paix, d'amour, de justice, de cette dimension spirituelle, des causes nobles et justes, des valeurs, des idées, que ces hommes se tiennent par la main et essayent d'influencer les gouvernants du monde pour que les grandes décisions se prennent au niveau des gouvernements, au niveau des parlements, au niveau des grandes institutions internationales, pour que ensemble nous puissions progresser. Et pasteur, je vous dis, le sous-développement n'est pas seulement le manque
de la technologie, du savoir. Le sous-développement, c'est aussi l'hypertrophie de la dimension là, désirante, de l'importance exagérée donnée à la dimension résonante et au fait d'amputer l'homme de la dimension timotique. Même dans ces pays. Est-ce que dans ces pays, vous trouvez des gens heureux? Est-ce que tous sont heureux? Ils trouvent qu'il y a un manque puisque l'homme est créé pour Dieu. L'homme est créé pour vivre selon la justice et la volonté de Dieu. Et quand l'homme s'éloigne de Dieu, de son Créateur, il est comme un être, comme un tronc d'arbre coupé des racines. Hein? Et dans la Bible, il y a un récit qui le dit si bien, l'enfant prodigue. Vous voyez, quand cet enfant est parti, il a fait son expérience, mais c'est l'expérience en fait des êtres humains. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Tiens, même les ouvriers de mon père, ils mangent mieux que moi. Ils sont mieux considérés que moi, que je rentre. Nous ne pouvons pas ignorer le Créateur. Pasteur, je vous le dis, et je prends Dieu à témoin pour vous le dire, au moment où j'ai terminé ma thèse de PhD, je suis sorti du laboratoire de la KU Leuven avec ma foi plus enracinée encore, plus profonde que quand j'étais entré dans ce laboratoire. Pourquoi? C'était ma question. Vous avez anticipé. Comment est l'homme hyper diplômé comme ça, en vous regardant, quand vous parlez, je me pose des questions, on se pose des questions. Un homme hyper diplômé qui veut retourner vers ses sources. Plus vous avancez, plus vous retournez. Oui, mais prenez les 3 dimensions dont je vous ai parlé. J'ai progressé dans la dimension désirante et dans la dimension résonante. Mais j'ai compris. Quand je voyais l'étendue du savoir, le caractère incommensurable du savoir, le caractère infini de la réalité, la cohérence qu'il y avait dans toutes ces recherches que je faisais, des résultats que j'obtenais, je me disais non, ça ne peut pas être le fruit du hasard, ça. Il faut être humble. Il faut reconnaître qu'il y a un être supérieur qui nous a créés. Et je me suis dit, non, nos ancêtres avaient raison. J'ai beaucoup lu sur les livres de nos ancêtres. Hein. J'ai lu l'origine négro-africaine des religions dites révélées. J'ai lu l'origine africaine de Bouddha. J'ai lu l'origine du savoir grec. J'ai lu des livres sur les systèmes politiques dans l'Afrique précoloniale. Certains livres. Les livres écrits non seulement par des Africains, mais même par des Occidentaux. Et quand on est un intellectuel intègre et honnête, on lit tout cela. On dit non. L'homme est en train de perdre ce qu'il y a de plus précieux, de plus noble en lui. Et on doit restaurer cela. On doit aider l'homme à retrouver cette dimension de l'humanisme transcendant. Ici. Je comprends, j'ai dit, l'homme s'est coupé de l'essentiel, de ce qui est fondamental. C'est quoi?
se renouer, entrer en communion avec son Créateur. Et avec cette alliance que le Seigneur, que le Très-Haut a conclue avec nous et qui se trouve au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit. Et tout cela est obscurci par beaucoup de biens matériels, des biens de consommation, dont on nous affuble, donc qui sont là sur le marché à tout moment. L'homme n'a pas le temps de se retrouver, de voir qu'est-ce qu'il est réellement, qu'est-ce qui fait de lui un être supérieur aux autres êtres. Vous savez, chez nous, pasteurs, nos ancêtres avaient le respect absolu de la nature, de l'environnement, l'écologie. On disait même, c'est l'un des messages de la gloire, de la puissance de Dieu. On ne pouvait pas détruire la nature comme on le fait aujourd'hui avec toutes sortes de déforestation, toutes sortes de pollution, etc., etc. On avait beaucoup de respect pour la vie humaine. Je vais vous dire une chose, pasteur. Vous savez que dans notre culture, tuer quelqu'un, faire couler le sang de quelqu'un, même en cas de légitime défense, était compréhensible, mais on disait, mais vous devez vous faire exorciser, vous devez vous faire purifier, puisque la vie ne nous appartient pas. Vous voyez, même en cas de légitime défense, moi j'ai vu des militaires venir au village se faire exorciser, purifier. Pourquoi? La vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Je vous ai parlé ici de la liberté. Brimer la liberté de quelqu'un, confisquer la liberté de quelqu'un, ça n'a aucun sens, puisque dès que vous êtes né en tant qu'être humain, vous êtes un être libre. Et vous devenez responsable au fur et à mesure de votre maturité, de votre formation. Et comment les Weti, on vous... Réaction. Merci beaucoup, pasteur de Bobo. Moi, je voudrais réagir, ajouter sur les institutions, l'architecture des institutions, et exhorter notre peuple. Pour l'architecture des institutions, le docteur a parlé de la promotion de chefs coutumiers dans une chambre où le chef de l'État ne peut pas engager du point de vue de l'exécution des actes de la loi sans pour autant qu'il y ait aval de la chambre de chefs coutumiers. Alors les gens vont se dire, les chefs coutumiers, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils vont encore porter des raffias, des choses comme ça. Non. Parce que dans l'Afrique précoloniale, les coutumiers modernes, vous allez comprendre, dans l'Afrique précoloniale, qu'est-ce que c'est une coutume? Qu'est-ce que c'est que la culture? On cultive quoi? La culture, dans la conception négro-africaine, on cultivait la lumière. Dès qu'on savait que telle loi était lumière, la lumière c'est quoi? La lumière c'est l'amour, la lumière c'est la justice, la lumière c'est la vérité, c'est ça la lumière. Alors on essayait de cultiver dans nos espaces, à travers des lois, à travers une organisation sociale, comment est-ce qu'on pouvait faire le vécu de cet amour. Et ça donnait des traditions, et ça donnait des coutumes, et les garants de la culture de cette lumière, c'est ce qu'on appelait les chefs coutumiers. Donc quand le docteur dit qu'on va hisser les garants des lois de Dieu au niveau des institutions, il est tout simplement en train de dire que désormais,
en Afrique, en commençant par le Congo, tout ce que nous allons faire doit refléter la lumière. Et je suis un homme heureux d'attendre de la part d'un leader politique une vision pareille. C'est comme ça que j'ai fait mienne la vision portée par cet homme de Dieu, ce scientifique. C'est un homme accompli, c'est un homme réalisé. Mettre au centre de l'action de l'État la culture de la lumière. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, ce n'est qu'un intercède de la lumière de Dieu, et quand il a dit que la lumière soit. Mais quand nous étions dans la présence de Dieu, nous n'avions pas conscience que nous étions l'expression de la lumière de Dieu. C'est comme ça que dans sa bonté, il nous a fait cette post-création pour que nous venions à travers un joyeux labeur expérimenter cet amour. Mais alors voilà le docteur qui dit, qui réfléchit, qui projette le Congo dans le 3e millénaire en disant, pour que le Congo soit un espace d'expression et du vécu de la lumière, il faudrait qu'il y ait une institution au sommet de l'État qui va garantir que toutes les applications de la loi garantissent justement cette lumière pour que tous ceux qui vivent dans l'espace du Congo, que ce soit les étrangers, parce que nous sommes ouverts, nous sommes des êtres généreux. Tous les hommes de paix et de bonne volonté peuvent venir au Congo pour expérimenter cette lumière-là. C'est ça, le projet existentiel qui est porté par l'UDPS, dont le docteur se bat pour que ça soit implémenté une fois au Congo. Je voudrais, avant que vous repassiez la parole au docteur, exhorter le peuple congolais, particulièrement le chrétien. Nous avons là une chance immense, de faire une rupture intelligente. Je crois qu'il reste 12 minutes. Je vais réserver ma conclusion à la suite, à la fin, l'exhortation à la fin, pour passer au docteur la parole pour continuer son exposé. Merci beaucoup. Docteur, on vous suit, les intellos africains vous suivent. De Cheikh Anta Diop, on parlait. On vous suit, l'Afrique. Quel modèle de démocratie, quel modèle par rapport à tout ce que vous dites là, est-ce que l'Afrique peut s'en sortir? Le Congo, on vous suit. Oui, pasteur. Vous savez, il y a une étude intitulée la conception de la personne humaine et de la démocratie en Afrique précoloniale. Et dans cette étude, on dit que le système dominant, le modèle dominant de gestion des hommes et des peuples en Afrique, à travers toute l'Afrique, le modèle dominant, c'était la démocratie. Ce que la Grèce a fait, la Grèce a copié justement cette démocratie. La démocratie en Afrique. En Afrique. Et je vais plus loin. À la fin de cette étude, les chercheurs, non seulement africains, mais occidentaux, ont constaté des affinités frappantes entre la démocratie à Athènes et la démocratie en Afrique. Vous savez, la Grèce antique, c'est le berceau de la civilisation, de la culture, de la démocratie occidentale. Donc, les chercheurs ont constaté cette affinité. Et ils ont essayé de savoir, mais comment expliquer ça? Et en approfondissant leurs études, ils ont découvert que ce sont les chercheurs grecs qui sont allés copier la démocratie en Afrique. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet élément? Ce que nous avions fait dans le temps, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas continué à le faire? C'est puisque nous avons été bloqués par la falsification
mensongère et meurtrière, hein, de l'histoire, le vol même de l'histoire. On nous a bloqués, on nous a submergés de cette culture de surconsommation, hein, cette culture donc de la dimension désirante et résonante. Et on a provoqué chez beaucoup d'Africains, même des intellectuels, la régression et même l'atrophie du thymos. Mais si on nous laisse libres, on nous accompagne, on nous soutient même, hein, si les hommes de bonne volonté, les décideurs internationaux, et il y en a, nous accompagnent, nous soutiennent, et comprennent bien qu'il s'agit de la civilisation dont pourra bénéficier l'humanité tout entière. Nous pourrons aller de l'avant, nous pourrons progresser. Voilà, je vous donne un exemple. Vous savez, on ne se confie pas facilement, même jamais à un inconnu. On ne connaît pas le nom d'un inconnu. On ne lui confie pas ses problèmes. Mais quand vous voyez dans nos cultures la multitude, la richesse des noms qu'on donne à Dieu, et même les attributs qu'on donne à Dieu, les noms de gloire, de puissance, de lumière, de justice, vous devez vous dire, mais ces hommes devaient vivre. Et ces hommes étaient dans la proximité de Dieu. Ces hommes vivaient en communion avec Dieu. Hein? Et ces hommes se confiaient à Dieu à tout moment. Hein? À tout moment. Et quand quelqu'un qui était déjà vieux, qui allait mourir, il fallait voir. Il va rejoindre la demeure de Dieu pour vivre dans la paix, le bonheur éternel. Et on l'accompagnait des chants et on implorait la miséricorde de Dieu. On disait, s'il a fait ici sur terre quelque chose de mauvais, veuillez pardonner. Vous êtes trop riche dans la miséricorde. Hein? S'il reste encore quelque chose, veuillez lui pardonner. Accueillez-le à bras ouverts pour qu'il entre dans la gloire, dans la paix, le bonheur éternel. C'est ça. Je vous dis, tant que l'homme se coupe de Dieu, tant que les Africains se coupent de leurs racines, de leurs origines, et tant que les Africains ne permettent pas à la dimension thymotique de retrouver sa place et même de régenter toutes les autres dimensions de la vie et même l'organisation de la société. Les autres dimensions de la vie, je vous ai parlé de l'homme comme conscience de soi, conscience d'autrui, conscience du monde, conscience de Dieu, l'homme comme relation à soi, relation à autrui, relation au monde, relation à Dieu. Tant qu'on ne permet pas à cette dimension thymotique de régenter toute notre vie, pasteur, il n'y aura pas d'issue. Nous allons arriver à l'impasse comme Francis Fukuyama est arrivé à l'impasse. Nous allons arriver à la déchéance. Et nous avons le devoir. L'homme n'a pas de choix. Et nous, les Africains, nous avons une mission sur Terre. Nous avons une mission. C'est de demander, d'apporter cette lumière que Dieu a déposée en nous. Cette clarté, cette justice, cette vérité. De communier avec tous les autres êtres humains pour leur dire,
venez, venez nous soutenir, venez nous accompagner, car c'est toute l'humanité qui en sera bénéficiaire. Et le Congo-Kinshasa, au cœur de l'Afrique, porte une lourde responsabilité. J'ai regardé la parole à Ekoumal Oueti et puis Dr Poula va clôturer. Mais je crois qu'on aura le temps de continuer avec eux prochainement. C'est vraiment extraordinaire. Ekoumal Oueti. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, de me donner la parole. Je voudrais dire ceci. Vous savez, quand on était au centre de l'Afrique, à un moment donné, nous sommes partis en Égypte. En fait, au centre de l'Afrique, à l'époque, dans l'ancien temps, on l'appelait Éthiopie. Donc, quand on parle de l'Éthiopie, c'est vraiment tous les centres de l'Afrique. L'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. En Afrique, il y avait deux pays. Il y avait l'Égypte, il y avait l'Éthiopie. Et nous, nous étions des Éthiopiens. Et c'est l'Éthiopie qui a engendré l'Égypte. Nous avons fait cette civilisation majeure. Et il y a eu des problèmes. Les Caucasiens sont arrivés, etc. Et nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse de Dieu. Dieu a promis que dans les temps du Verseau, il va faire une civilisation majeure. Une civilisation majeure, c'est-à-dire une deuxième civilisation majeure qui va impacter les mondes. Comme l'Égypte, dans l'ancien temps, a été la première civilisation majeure. Maintenant, cette première civilisation majeure est en train, vous voyez, de se décomposer. Maintenant, le Seigneur, je parle un discours, je prends ma peau pastorale, veut réaliser une nouvelle civilisation majeure au cœur de l'Égypte. C'est comme ça qu'il nous a déplacés au cœur de l'Égypte et il a envoyé sur cette terre des aînés, des gens qui ont dirigé l'Égypte, des gens qui ont participé à l'élaboration de cette civilisation majeure. Parce que nous étions créés, nous ne sommes pas venus pour la première fois dans ce monde. Nous revenons. Et nous voici, peuple congolais, amis de la culture, les gens de la bonne volonté, vous avez une opportunité unique. Il ne s'agit pas de remplacer le système actuel. Ce qui va se faire au Congo, c'est vraiment une deuxième civilisation majeure qui va partir au cœur de l'Afrique, que les Congo appellent Ntimanti, pour être la réponse de Dieu à l'humanité. Voilà pourquoi il faut des initiés. Quand on appelle à l'initiation, les gens disent qu'est-ce que c'est l'initiation? En fait, l'initiation, c'est la crainte de Dieu. L'initiation aboutit à la crainte de Dieu. Faire comprendre à l'homme que tu viens sur terre pour faire trois choses. Pour cultiver l'amour, cultiver la justice, cultiver la pureté. Et qu'est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, c'est celui qui est habité par ces trois choses, mais il a l'expertise de la manière de convertir ces vibrations énergétiques dans les programmes, dans la formation, dans l'architecture institutionnelle, pour garantir cet espace, afin que les gens puissent, n'est-ce pas, faire la promotion de l'amour. Donc, nous vous tendons la main. Hein, je suis très content de voir. Quand j'ai rencontré cet homme, avant de rencontrer cet homme, j'étais désespéré parce que je suis un initié. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai trouvé, après avoir causé longuement avec cet homme de Dieu, je l'appelle homme de Dieu, parce que la spiritualité, ce n'est pas la foi doit devenir conviction par l'expérience vécue. La cosmogonie africaine enseigne une spiritualité de la connaissance. C'est ça le paradigme africain. Le paradigme africain, on n'avale pas quelque chose dont on ne l'a pas pénétré. Il faut pénétrer la chose, il faut que la beauté rejoigne le besoin existentiel. Donc il y a une symbiose entre la beauté, entre les besoins, entre l'être, tout ça. C'est ça la pénétration de la connaissance et en ce moment-là, on peut l'appliquer. C'est ça la spiritualité africaine. Ce n'est pas une filiation ndimaka, makoleza, koya, koya, lobinanzela, tout ça. Ce n'est pas cette civilisation. Donc vraiment, faisons un effort à tous. Je n'ai pas honte de le dire. Nous sommes une bénédiction pour vous. Venez nous rejoindre, hommes de bonne volonté. Venez rejoindre le docteur Mpouila. Ce n'est pas la particratie dans le sens occidental, mais ce que nous faisons, c'est la réponse à Dieu pour les besoins de l'Afrique. Vous avez beaucoup prié, Dieu vous a répondu.
et l'intelligence de les comprendre. Merci beaucoup. On va terminer par une provocation. Je vais essayer de provoquer le docteur Mpula. Docteur Mpula, la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre on dit la guerre des minéraux, la guerre des richesses du Congo, tout ça. Mais une question par rapport à nos ancêtres. Est-ce qu'ils ont connu l'utilisation l'or, du diamant, des coltans, du pétrole? Posez-moi plutôt une autre question. Est-ce qu'ils étaient heureux sans avoir découvert tout cela? Ils étaient heureux. Mais ils pouvaient être encore beaucoup plus heureux si ceux qui étaient venus nous aider à découvrir toutes ces richesses-là avaient une dimension timotique conservée et qui régentait toute leur vie. Les biens, les richesses immenses et diversifiées dont notre pays est nanti pouvaient servir à l'humanité tout entière. Mais, malheureusement, ceux qui sont venus nous voir, qui sont venus chez nous, et que nous avons accueillis à bras ouverts, avaient des problèmes au niveau de leur propre être. Ils sont venus. Et tout cela, mais tout cela, pour moi, ce n'est pas tellement cela qui compte. Voyons ce que nous devons construire ensemble demain. Mais quand vous dites que l'homme blanc a falsifié, moi j'aimerais bien connaître, vous faites beaucoup de recherches, vous lisez beaucoup. Est-ce que quand l'homme blanc est venu, il a aussi falsifié? C'était les Noirs qui ont découvert comment utiliser l'or, les coltans, le pétrole et les autres, et eux, ils ont volé leur intelligence, ou c'est l'homme blanc qui a montré le chemin? Oh, je vous ai dit, l'homme blanc a une dimension résonante très développée, les sciences et la technologie, et la dimension désirante très développée. Mais les deux dimensions ne servent qu'à la ruine de l'homme. Si la dimension, la troisième dimension, ce que nous appelons le timos, si cette dimension-là n'est pas développée et ne régente pas toute la vie, et c'est ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le monde, des guerres, des pollutions, des destructions de la nature, destruction des cultures, des civilisations, la pollution, le réchauffement. Moi, personnellement, avec le regard spirituel, je comprends tout ce qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui. Et je me dis, puisque Dieu m'a donné la chance de comprendre cela, Dieu m'a donné en même temps, avec ceux qui ont compris, comme vous. Vous voyez, vous nous donnez la possibilité de nous exprimer. Dieu nous a donné une mission, c'est d'aider le monde à comprendre. À comprendre sa volonté. Et tous ensemble, avec vous tous, même avec les ressortissants des pays du monde entier. Je peux vous dire, j'étais aux États-Unis au mois d'octobre, novembre 2015. Mais il y a eu un sénateur qui m'a dit, mais ce que vous amenez comme vision, trouvez un écho à moi. La vision sur l'écologie, la conservation, la préservation de l'écologie, etc. La vision de la social-démocratie, etc. Le progrès. L'homme comme le but ultime du progrès. L'homme comme l'acteur principal, l'artisan du progrès, le premier bénéficiaire du progrès. Et le progrès
défini comme, je répète, comme le processus de l'expansion de la jouissance des libertés et des droits. Ce sénateur a dit, mais il y a beaucoup de Congolais qui viennent ici pour faire des affaires, chercher. Mais vous amenez une vision. Mais ce que vous dites rencontre mon souci, ma préoccupation. Ça signifie quoi? À travers le monde entier, nous pouvons nous tenir la main. J'ai dit à un grand décideur américain, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous nous sommes mis debout. Je lui ai dit, serrez-nous la main. Je lui ai tendu la main. Il m'a tendu la main. Je lui ai dit, voilà, à travers vous, nous venons de commencer une alliance. Cette alliance, c'est le point de départ de la civilisation du 3e millénaire. Et les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays. Hein? Et si ensemble, nous nous mettons en symbiose, en communion avec toutes ces valeurs, pasteur, nous irons loin. Mais je ne peux pas terminer sans vous adresser des remerciements, les exhortations, les encouragements, ma prière. Ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas si vous en êtes vraiment très conscient, mais vous êtes en train d'accomplir votre mission. Vous nous donnez la possibilité de diffuser cette lumière, cette justice, ce message de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse, au cours de cette année 2016, pasteur, exaucer les vœux les meilleurs pour votre famille, vos amis, vos connaissances, qu'il puisse alléger. Nous savons que nous vivons à l'étranger, qu'il puisse alléger le fardeau pour vous, qu'il puisse faire en sorte que tout ce que vous portez dans votre cœur puisse voir se réaliser au cours de cette année 2016, voir se réaliser les projets de vie et les aspirations les plus profondes et les plus nobles, et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Prochainement. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'avoir des grands hommes, Dr Mpula et Koumane Louichi. On aura le temps de continuer avec eux pour vous servir. Plus d'1h30, on va quand même clôturer ici. Merci, à la prochaine.